Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes. Termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Miroir Désinvolte. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Le thème du jour, c'est comment se faire passer en premier sans être égoïste. Parce que bien sûr, quand on parle de se faire passer en premier, il y a une idée qui peut venir qui est comment se faire passer en premier sans passer pour une sans-cœur ou un sans-cœur qui ne considère pas les autres. Et l'idée de se faire passer en premier, j'ai envie d'être assez spécifique là-dessus, c'est pas l'idée de se faire passer en premier devant les autres ou au-dessus des autres, moi d'abord, les autres après. C'est pas ça, en tout cas c'est pas dans cet esprit-là. C'est plutôt l'idée de dire que mes besoins sont importants et pour pouvoir interagir avec le monde d'une manière qui soit confortable pour moi, j'ai besoin d'abord de répondre à mes besoins et à mes désirs. Et il n'y a pas de guerre avec ça en fait, il n'y a pas de guerre avec le monde extérieur, c'est simplement s'observer attentivement, connaître quels sont mes besoins et interagir avec le monde en posant des limites avec les autres qui correspondent à ces besoins. Et en ce sens, le thème du jour, c'est comment poser des limites avec les autres. L'estime de soi, c'est un peu la racine de ce sujet. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode sur comment se construire une bonne estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est un peu la terre dans laquelle vont pousser vraiment les limites que vous allez pouvoir poser avec le monde. Avoir une bonne estime de soi, avoir une bonne connaissance de soi, connaître ses besoins. Et penser aussi qu'on mérite de recevoir ce dont on a besoin pour vivre notre vie. Ça, c'est vraiment la base de la base pour pouvoir ensuite poser des limites qui sont bonnes pour nous. Le sujet des limites, c'est un sujet qui est très très vaste. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on doit poser des limites avec le monde extérieur. Dans votre vie familiale, amicale, professionnelle, amoureuse, et aussi avec vous-même. Donc je dirais que ce premier épisode autour des limites va permettre de poser les bases. Alors j'ai pas forcément envie de réexpliquer clairement ce que c'est qu'une limite, mais on va dire qu'une limite, c'est poser une limite avec quelqu'un, c'est dire à quelqu'un ça me convient, ça me convient pas. Parce qu'une limite, c'est comme une barrière. C'est quelque chose qui va empêcher les autres d'avoir un comportement ou des mots inappropriés avec vous. Mais une limite, c'est aussi ce qui va vous permettre d'accueillir ce qui est bon pour vous. Donc une limite, c'est pas juste un rempart. L'importance de poser de bonnes limites réside dans le fait que ces limites-là ne doivent pas être trop rigides ni trop poreuses. Il faut vraiment que ce soit des limites qui vous permettent de recevoir ce qui est bon pour vous et de laisser à l'extérieur ce dont vous ne voulez pas. On en revient toujours à l'importance de se connecter à ce qui est vrai en soi. Parce qu'en fait, en grandissant, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de mots et beaucoup de responsabilités qui sont posées sur nous à un très jeune âge. Et le but, ça va être de retirer ces histoires et de redécouvrir ce que l'on veut vivre véritablement. Qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Si vous ne savez pas ce qui est vrai pour vous, si vous ne savez pas tenir votre centre, tenir votre identité, savoir que vos besoins sont importants, eh bien, vous allez vous retrouver dans la situation où vous ne pourrez pas poser vos limites de façon claire et de façon fluide. Pour se faire passer en premier, vous devez identifier tous les endroits de votre vie où vous posez des limites qui sont insuffisantes, ou alors vous ne posez même pas de limites du tout, et tous les endroits où vous posez des limites trop strictes. Puisqu'en fait, les deux cas sont problématiques.
Quand on commence à penser un peu à ça, se faire passer en premier, moi je me rappelle quand je suis tombée sur ces mots il y a très longtemps maintenant. Forcément, quand je regardais ça, j'étais dans une posture où moi je sentais que je ne me faisais pas passer en premier, très clairement. Et j'avais envie que ça change. Et une vision que j'avais, c'était moi, femme libre et indépendante, qui allait pouvoir presque se suffire à elle-même, en fait, sur son île déserte. Et en gros, je voulais passer d'un endroit où j'avais pas de limite avec certaines personnes, certaines situations, à un endroit où j'aurais des limites très très rigides. Et je voyais pas le problème, en fait. Je trouvais que c'était normal de vouloir se protéger, donc de vouloir voilà, être très strict avec les gens, ne plus tolérer quoi que ce soit, vouloir couper des relations de façon très franche, très nette et très définitive. Et jusqu'à pendant très longtemps, j'ai vraiment pensé que c'était OK de vivre comme ça. Et je me suis rendu compte en fait que c'était aussi un problème. Et c'est un problème qui n'est pas toujours bien adressé, je trouve, en développement personnel. Parce que on a cette image un peu du... Il y a le mythe de... comment dire quand on parle de développement personnel, on parle vraiment du développement de la personne. Et donc, il y a un côté où on peut basculer dans ce... De toute façon, j'ai besoin que de moi pour réussir, finalement. J'ai besoin que de mon propre travail, j'ai besoin que de ma propre volonté, j'ai besoin que de mon propre désir. Et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais en fait, pour interagir avec le monde, vous avez besoin qu'il y ait un échange d'énergie, qu'il y ait une forme d'interdépendance avec le monde dans lequel vous êtes. Si vous vivez en autarcie, en ultra-protection, en fait, vous ne pourrez pas non plus vous faire passer en premier, puisque quand vous vivez en autarcie, donc oui, en ultra-protection, avec une armure sur vous, du coup, vous cachez tellement vos propres besoins que vous n'avez pas contact avec eux. Vous les ignorez en général ou vous les refoulez. Et vous ne permettez pas non plus aux autres de faire connaissance avec vous-même en vulnérabilité. Et c'est aussi un sujet que j'ai envie d'aborder dans cet épisode. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous demandez, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre capacité à poser des limites. Est-ce que vous posez trop de limites ou pas assez de limites? Et j'ai envie de vous énumérer comme ça un peu rapidement. Ça veut dire quoi manquer de limites en fait? Manquer de limites, c'est ne pas connaître ses limites. Ça veut dire tolérer des situations dont vous n'avez pas envie ou dont vous n'avez pas besoin. Ça veut dire aussi vous retrouver un peu emmêlé avec les besoins émotionnels des autres. Vous ne faites pas vraiment la différence entre ce dont l'autre a besoin et ce dont moi j'ai besoin. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le fait de vouloir plaire aux autres, mais c'est pas juste plaire aux autres pour être bien vu, c'est vouloir plaire aux autres au point de mettre sous le tapis ses propres besoins. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes invité au restaurant par plusieurs amis, plusieurs connaissances on va dire, et vous avez le choix entre deux types de restaurants, indien, italien. Et vous savez que l'indien, vous aimez pas trop ça, parce qu'en fait, vous digérez pas bien et de fait, vous n'aimez pas trop manger indien. Sauf que tout le groupe semble plutôt vouloir manger indien. Et en fait, vous, votre position, ça va être de vous cacher et de dire, ok, on va quand même manger indien, alors il n'y a pas de souci. Et vous ne direz même pas en fait que vous avez un souci avec ça. Donc ça peut être une situation où vous voulez plaire aux autres au point de passer vos propres besoins en dernier. Ça peut être aussi vous qui essayez de jouer le rôle du sauveur. Alors le rôle du sauveur, c'est tellement varié que là, je ne pourrais pas vous citer un exemple complet, ce serait un peu long. Mais peut-être un autre épisode à faire sur ce thème, je ne sais pas. Vous êtes aussi incapable de dire non. Incapable de dire non, ça rejoint un peu le point du dessus là, avec le restaurant indien et italien. Mais incapacité à dire non, donc vous ne dites rien ou... Ouais, vous êtes aussi silencieux parfois, vous passez sous silence vos propres besoins. Ça va aussi dans le même package, j'allais dire. Et vous souhaitez toujours aller dans le flow et vous ne partagez pas vos propres préférences. Et à l'inverse, quand vous avez des limites trop rigides, alors c'est quelque chose qui se produit, on peut basculer facilement en fait de ah, j'ai pas de limites, j'arrive pas à poser des limites avec les autres, donc je vais ensuite lever la muraille,
vous levez la muraille, donc là vous posez des limites super rigides. Et en fait, ça c'est vraiment ce qui se produit quand on a ignoré vos besoins et vous passez un peu en mode, je dis un peu en mode me, myself and I, en fait, genre Beyoncé quoi. Vous êtes totalement inflexible. Et donc il y a un petit côté, alors c'est nuancé, mais il peut y avoir une rupture avec les autres, une façon de penser un peu en noir et blanc, une espèce de manque de considération pour les autres. En fait, c'est plus un manque d'empathie. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas à la place des autres et vous êtes super rigide dans votre façon de penser. Ça, voilà, c'est vraiment, ce sont les petits signes, on va dire, j'allais dire les prémices, mais les petits signes qui vous indiquent que vous avez des limites qui sont trop strictes et qui donc ne laissent pas passer ce dont vous avez besoin aussi. Et quand vous n'êtes pas capable de vous faire passer en premier, parce que vous pensez peut-être que c'est mieux de faire passer les autres avant, parce que vous trouvez que c'est égoïste, etc., en fait, vous êtes en train de créer un véritable chaos interne en vous, parce que vous n'êtes pas en contact avec qui vous êtes, avec vos besoins, avec vos émotions, que vous ne ressentez pas, hein, du coup, que vous ne pouvez pas digérer. Et en fait, c'est exactement ça, hein, ressentir ces émotions et les digérer, qui permet ensuite de poser des limites qui sont correctes pour soi et qui partent en soi depuis un endroit où on se sent calme et en paix. Et oui, quand vous pensez faire quelque chose de bien, comme faire passer quelqu'un d'autre en priorité avant vous, en fait, vous êtes en train vraiment de vous détruire de l'intérieur. Et quand vous vous détruisez de l'intérieur, bah, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de centre, et vous ne pouvez pas redistribuer aux autres. C'est impossible en fait. Vous redistribuez en fait ce que vous n'avez pas, et donc vous vous épuisez. La seule situation où vous faites passer quelqu'un avant vous, en tout cas en termes de besoins, c'est quand vous êtes parent de jeunes enfants. Les enfants, les relations avec les enfants sont par défaut déséquilibrées parce que un enfant, c'est un être en construction qui n'est pas là pour répondre à vos besoins d'adulte. Il est là pour répondre à ses propres besoins d'enfant. C'est déjà super dur parce qu'il est en construction en plus. Donc il apprend déjà à découvrir le monde, vaste tâche. Et en fait, c'est le seul cas où vous pouvez tolérer justement, enfin vous devez tolérer même, de ne pas, qu'on ne respecte pas vos limites. Bah oui, un enfant se réveille la nuit, il se réveille la nuit, il vient vous voir, il vous demande à boire à n'importe quel moment de la journée, enfin bref. C'est le rôle d'un enfant, c'est le rôle d'un bébé, c'est le rôle d'un enfant. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que vous êtes complètement à la merci de votre enfant et que vous ne devez poser aucune limite avec lui, mais c'est la seule partie de votre vie, j'allais dire, où il y a un flottement. Il y a un flottement et c'est normal en fait, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est quand des adultes se comportent comme des enfants et ne respectent pas vos limites. Et si vous voulez comprendre pourquoi vous faites ça, pourquoi vous posez des limites qui sont à côté de vos besoins, je vous inviterai à remonter le temps et l'espace et à vous remémorer un petit peu votre enfance et à sentir quel enfant vous avez été pour vos parents. Et plus spécifiquement, est-ce que vous avez été un enfant avec une vie d'enfant ou est-ce que vous avez eu un rôle de parent, un rôle d'adulte? Par exemple, avez-vous été un soutien émotionnel pour vos parents ou votre parent? Quand je parle de soutien émotionnel, je ne parle pas forcément de parents qui étaient tristes ou dépressifs. Ça peut être le cas, hein. Mais dans soutien émotionnel, je mets aussi les situations où, par exemple, vous avez un parent qui était omnubilé par autre chose. Ça peut être par une addiction quelconque, ou ça peut être omnubilé par, je sais pas, une autre personne, sa propre histoire, enfin, peu importe. En tout cas, assez omnubilé pour ne pas être centré sur vos besoins, mais centré sur autre chose. Et dans ce cas de figure-là, vous, en tant qu'enfant, vous avez passé sous silence vos propres besoins et vous avez peut-être même soutenu, donc encouragé votre parent à aller mieux. Et au-delà du support émotionnel, ça peut être aussi un support dans la vie courante. Donc une des croyances qui a pu être créée à ce moment-là, c'est je dois taire mes besoins pour être accepté. Ou alors je dois plaire à mes parents pour qu'ils puissent répondre à mes besoins. Ou alors je dois m'assurer que mon parent va bien pour qu'il réponde à mes besoins. Alors parfois on est dans le cas de figure où on se dit mais moi je comprends pas, j'ai eu 2 parents qui étaient présents, j'ai eu une enfance vraiment bien et pourtant j'ai un souci avec les limites quoi.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, dans ces moments-là, j'ai toujours envie de dire, ne pensez pas à votre... comment dire? Ne croyez pas à la vision que vous avez aujourd'hui de votre enfance, mais replongez réellement dans ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Parce qu'il s'agit de deux choses différentes. Le souvenir qu'on a de son enfance peut être très différent de l'expérience qu'on en a réellement vécue. Et quand vous partez un peu à la chasse comme ça aux croyances dans votre passé, il n'y a pas forcément eu besoin d'un grand drame, d'un grand trauma, d'une grande blessure pour que ce style de croyance prenne racine. En fait, ce qui est important, c'est pas de chercher la grosse histoire, c'est de vraiment sentir dans son corps et dans ce qu'on raconte, dans ce qui nous vient en fait, dans les images qui nous viennent, quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter aujourd'hui, quelle est l'histoire quelle est l'anecdote en fait qui me renvoie à cette croyance. Et ça peut être quelque chose de très anodin. Ça peut être une remarque d'un professeur, d'un instit. Ça peut être même une remarque d'un parent. Ou un jour, un parent vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui a inscrit en vous une croyance, qui a laissé en vous une empreinte, qui fait que oui, aujourd'hui, c'est comme une racine qui continue de grandir en vous et qui vous fait agir de telle et telle façon et qui vous fait poser des limites avec le monde qui ne sont pas bonnes pour vous. Quand vous réussirez à faire le parallèle entre ce que vous avez vécu et les croyances que vous en gardez, vous allez naturellement vouloir agir en conséquence, changer d'attitude. C'est votre corps qui va vous dire mais en fait c'est pas, je me sens pas encore en sécurité d'agir comme ça parce que c'est pas la norme. Par exemple, quand vous allez vouloir poser une limite que vous n'avez jamais posée avec quelqu'un, vous allez sentir votre corps se rétracter. Et en fait, vous allez devoir trouver cet endroit où vous avez juste un peu peur, mais où vous pouvez quand même dire les choses, ou poser la limite. Dans le cas où vous ne posez pas de limite avec le monde. Vous allez devoir un peu vous familiariser et vous demander, mais à quoi ça ressemble d'agir comme ça? Et comment je fais pour agir ainsi et me sentir en sécurité? Il va vraiment y avoir un travail d'immersion à faire, et c'est surtout dans le corps, parce que moi je trouve que le corps est vraiment l'endroit qui parle le plus. C'est l'endroit qui parle le plus. Et ça me permet aussi de vous dire qu'une limite, c'est quelque chose qui est énergétique, non verbal. Non verbal ou énergétique. Je préfère dire énergétique parce que c'est le paradigme que je préfère. Donc c'est avant tout énergétique et ensuite verbal. C'est-à-dire que dans votre corps, dans votre façon d'être, il y a déjà des choses que vous portez, des choses que vous projetez, que vous offrez au monde, qui font que y a une communication invisible qui se passe déjà avec les gens. Donc une limite, pour qu'elle puisse être posée et qu'elle soit posée de façon fluide, vous devez déjà sentir dans votre corps que c'est OK, que vous êtes OK avec ça, que c'est OK de poser une limite, que c'est OK de dire ça, que vous êtes légitime. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans le corps en premier. On peut aussi choisir de passer par la tête. Par exemple, vous lisez un ouvrage, il y a un très bon livre d'ailleurs sur l'art de poser des limites. Vous pouvez lire un livre et vous dire c'est bon, j'y vais, je pose la limite. Enfin, je vais parler comme il est indiqué dans le livre. Et en fait, ce qui est, je pense, le plus efficace, c'est de poser des limites quand vous avez déjà à l'intérieur votre corps qui est à peu près OK avec ce qu'il est en train de lire. Si vous lisez le livre qui vous parle de mettre des limites avec quelqu'un qui vous a manqué de respect depuis très longtemps et vous ne savez pas encore pourquoi vous vous êtes foutu là-dedans, vous allez vous retrouver dans une espèce de mais non, j'ai pas envie de faire ça et c'est horrible et comment nanana, enfin tout votre corps va se rétracter, mais c'est parce que votre corps il est pas prêt, il a pas reçu l'info en fait. Il a pas reçu l'info. C'est comme si vous étiez en bateau, vous vous dirigiez je sais pas, au Brésil, et puis d'un coup vous décidez que non en fait vous voulez aller en Afrique du Sud. Le bateau il fait pas demi-tour comme ça en fait. Il va falloir que vous lui demandiez un peu de temps pour pouvoir faire le travail. C'est pareil quand on lit un livre. Quand on lit un livre, il y a des choses qu'on peut mettre en place très rapidement parce que notre inconscient, notre programmation intérieure est déjà assez près de ce qu'on veut mettre en place. Mais si vous êtes trop loin, c'est-à-dire si votre énergie, si les croyances que vous portez en vous, elles sont super éloignées de ce que vous devez dire là aux gens pour poser des limites,
eh ben, ce sera un effort que soit vous allez vous efforcer, et alors vous allez timidement y arriver, mais bon, pour poser une limite, il faut quand même parfois répéter les choses, hein, parce que bon, j'ai pas encore parlé de comment une limite est rencontrée par le monde extérieur, mais très souvent, il faut quand même répéter les choses, surtout quand vous devez poser des limites avec des personnes qui vous ont connu pendant très longtemps d'une certaine façon. Parce qu'il y a des gens qui vont être OK avec ce que vous leur dites, mais il y a des gens qui vont dire, mais moi je connaissais pas Adeline comme ça en fait. Donc Adeline comme ça, je veux pas, donc je refuse. Donc il y a un travail de répétition qui se fait, qui doit se faire. Et si vous faites ce travail de répétition uniquement avec votre volonté, parce que vous vous dites, voilà, il faut le faire et c'est trop horrible, je me sens trop mal, mais il faut le faire, ben en fait, au niveau énergétique derrière, donc au niveau non verbal, ben, en fait, vous êtes sans puissance, quoi. Vous êtes à poil, hein, concrètement. Si vous essayez de dire quelque chose, mais que vous n'y croyez pas, ben, on voit ce que ça donne, quoi. C'est creux, ça n'a pas de sens. Et puis, en plus, vous vous épuisez. Donc, moi, je suis toujours partisane de chercher d'abord en soi où est l'énergie, c'est-à-dire, tiens, pourquoi je suis rétractée? Ah, pourquoi je n'ose pas dire les choses? Tac, ok, dans le corps, c'est à peu près là. Euh, Ensuite, imaginer, voilà, de faire travailler un peu l'imagination. Comment ce serait de se sentir Comment ce serait de se sentir Non. Comment comment je me sentirais si je devais poser cette limite-là avec quelqu'un? Et là, vous commencez un peu à jouer votre rôle chez vous, ou alors juste dans votre tête, quoi. Mais il faut sentir votre énergie prête à se déployer pour que les mots qui sortent aient de la portée. Sinon, les mots qui vont sortir vont être comme des paroles d'automate, de chat GPT, là, voilà. Et ce sera creux, en fait, ce sera creux, vide. Donc, ma règle, en tout cas celle que je vous propose, pour éviter justement d'avoir ce décalage entre ce que vous ressentez à l'intérieur et les mots qui sortent de votre bouche, c'est de toujours partir d'où on est pour poser des limites avec les autres. C'est-à-dire que si à un moment vous remarquez qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à quelqu'un d'autre, par rapport à ça, par rapport à un comportement qu'il a qui ne vous revient pas ou qui ne vous convient pas, ne vous jugez pas pour ça en fait. Ne vous jugez pas nul parce que voilà, vous vous laissez marcher dessus, etc. Prenez note plutôt de ce comportement. Ah ok, je vois que la personne me fait ça me plaît pas du tout. J'ai horreur de ce que je suis en train de ressentir. J'ai vraiment envie de lui dire ça, mais j'ose pas. Et en fait, à chaque fois que la situation se représente avec cette personne ou avec une autre, prenez note vraiment dans votre corps de ce qui se passe et acceptez là où vous êtes. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que voilà, plus on se monte la tête, c'est-à-dire plus on se dit non mais là, il faut vraiment que je lui dise que ça me convient pas, nanani, nanana, enfin qu'on essaye un peu de se chauffer comme ça. En fait, on se chauffe. Alors parfois, ça peut donner une explosion, effectivement, ou alors on est content parce qu'on a dit quelque chose, on a voilà, envoyé bouler quelqu'un. Mais en fait, c'est pas ça qu'on a envie de. C'est pas comme ça que dans l'idéal, on interagit avec le monde. Dans l'idéal, en fait, on est assez posé et on a juste ce niveau de colère qui permet de canaliser, canaliser les mots qu'on va dire et être assez précis et assez stable en soi. La colère, c'est une énergie qui peut vraiment vous amener. La colère vous montre ce qui a besoin d'être dit, mais c'est pas pour autant que vous devez exploser en fait. Et je vous dis vraiment pas ça dans le sens oui, je veux un monde paisible où il n'y a pas de colère, où tout est calme et tout. Non, 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 non. Vous gardez la colère. La colère, effectivement, vous indique le chemin, mais ça ne veut pas dire que vous devez lancer des boules de feu sur les gens en fait. À part si, éventuellement, vous voulez vraiment couper le lien avec la personne, et bon, ça c'est ok, à la rigueur. Mais en fait, ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment de développer votre muscle pour poser des limites dans n'importe quelle circonstance, entre guillemets, et surtout avec les gens que vous aimez. Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que ce sujet de poser des limites avec les gens, il est encore plus délicat avec les personnes qu'on aime et qui nous respectent et qui parfois en fait font des choses qui ne nous conviennent pas parce qu'elles sont mal intentionnées, mais simplement parce qu'on n'a pas dit quels étaient nos besoins. Parce qu'en fait, dire quels sont nos besoins, c'est un fondamental. Ça fait aussi partie justement d'une limite à poser avec les gens. Par exemple, prenons voilà, exemple concret. Je sais pas, vous êtes super proche, vous êtes, non même pas super proche, mais ami ou quelqu'un de votre famille, tiens, a l'habitude de venir chez vous à l'improviste
et vous, en fait, vous aimez pas trop ça, quoi. Vous aimez pas ça du tout. Sauf que la personne le fait. Elle le fait et quelque part, vous l'aimez, cette personne, parce que voilà, c'est votre ami, quoi. Et vous n'osez pas lui dire, en fait, que ça vous dérange. Mais quand vous ne faites pas ça, par exemple, vous êtes en train de priver la personne d'une possibilité de mieux faire, d'une possibilité de vraiment vous contenter. Parce qu'en fait, il y a des personnes, si vous leur dites, en fait, moi, tu sais, je préférerais que tu me préviennes et tout avant de venir, ah ils vont dire, ah ok, en fait, je savais pas que ça te posait problème. Je savais pas. Et donc, dans ce cas de figure précis, je trouve que c'est hyper pertinent, justement, d'apprendre à poser des limites avec les gens qu'on aime. Parce que ça peut être délicat, parce qu'on peut avoir parfois quelques appréhensions à l'idée de poser une limite avec quelqu'un qu'on aime, dans le sens où on se dit, mais si j'accepte, si je fais les choses différemment maintenant, est-ce que mon ami va toujours m'apprécier? Est-ce qu'il va accepter cette nouvelle limite? Est-ce qu'on va rester amis? Même parfois, ça peut arriver. Et en fait, c'est vrai que dans cette histoire de poser des limites, il y a aussi vraiment le contact avec le monde extérieur qui est important, puisque quand vous allez poser les choses, il y a des personnes qui vont vous écouter, qui vont vous comprendre, qui vont s'adapter, et il y a des personnes qui ne pourront pas, en fait. Ça, c'est vraiment... c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne pourront pas accepter la nouvelle personne que vous êtes. Alors parfois, ça peut ne pas être aussi franc, parce que, comme je vous le disais, pour poser des limites, il faut quand même souvent répéter les choses. De la même manière que vous avez besoin d'apprendre à être dans cette nouvelle identité, c'est pareil pour les autres en face, en fait. Ils ont besoin de temps aussi pour accueillir la nouvelle personne que vous êtes. Mais parfois, en fait, c'est juste pas possible. Simplement qu'il y a une incompatibilité entre vos relations actuelles et la personne que vous êtes en train de devenir. Et en fait, ça, c'est vraiment une espèce de vide et de deuil à faire, parce que effectivement, vous allez vous retrouver à un moment où parfois, il y a des relations qui se terminent. Il y a un vide, il y a l'inconnu, il y a le voilà. Est-ce que la nouvelle personne que je suis va être acceptée? Est-ce que je vais trouver une nouvelle tribu, si vous avez perdu vraiment, si vous avez plusieurs amis qui sont partis. Et en fait, tout ramène à la peur de l'abandon. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de l'épisode parce que, en fait, j'ai un peu du mal avec ce mot peur de l'abandon. Peut-être parce que, en fait, je considère que tout le monde a peur de l'abandon. C'est une peur que chaque humain porte. Mais simplement, il y a certaines personnes qui ont vécu des histoires, qui ont rencontré des personnes qui ont un peu ouvert plus grand cette peur-là. Donc, et puis ce que j'aime pas trop non plus avec ce terme, c'est que peur de l'abandon, c'est tellement vaste, ça renvoie pas exactement à c'est quoi ton expérience à toi dans ta vie d'avoir peur de l'abandon. Ça veut dire quoi en fait? C'est un peu trop vague, bizarrement, alors que je suis très dans l'abstrait dans mes épisodes, mais voilà, peur de l'abandon, ça ne me plaît pas, c'est comme ça. En tout cas, cette peur de l'abandon, cette peur du vide, elle est légitime et en fait, je réalise que mon épisode pourrait être totalement plombant. Genre, vous allez perdre des amis, ce sera terrible. Vous allez perdre des gens de votre famille, ce sera terrible et tout. Mais en fait, le creux, le rien, c'est vraiment là, en fait, qu'il peut se passer des choses nouvelles et ouais, que de nouvelles pousses peuvent se faire. Et c'est hyper, hyper intéressant pour peu qu'on arrive à rester dans cet espace de vide et à se sentir bien, en fait, avec ça, en arrivant à naviguer toutes les émotions qui peuvent arriver et qui seront légitimes. Mais en fait, moi, je sacralise le vide. Vraiment, le vide, le deuil, toutes ces périodes un peu de nettoyage, presque de jachère. Enfin, je sais pas si c'est jachère le mot exact, mais j'ai un peu l'image de l'hiver là qui me vient en tête où tout dort, on dirait que tout est mort en fait. Vous voyez les arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Mais en fait, la nouvelle saison, donc le printemps, se prépare déjà pendant l'hiver, tout doucement. Alors vous m'excuserez, je ne vous ferai pas de cours de botanique avec les bourgeons et compagnie, hein, je ne suis pas assez calée là-dessus. Mais on se dit quand même, c'est incroyable de voir que voilà, pendant l'hiver, il n'y a rien.
Et puis après, les bourgeons vont arriver. Bon, avant les bourgeons, vous avez déjà l'air qui se sature de je ne sais pas quoi, graminées et compagnie, parce que pour les personnes qui ont des allergies, nous sentons que le printemps arrive avant l'heure, n'est-ce pas? Et donc, cette magie du printemps qui se prépare alors qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas vraiment si le printemps va arriver, ben, c'est exactement pareil avec ce vide à accueillir dans sa vie. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer ensuite. Mais finalement, après l'hiver, il y a toujours le printemps. Il y a toujours l'été après. Et puis l'automne. Il y a toujours ce cycle-là. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, m'appuyer là-dessus pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est une image qui me parle énormément. Parce qu'en fait, c'est comme tout. La tempête finit toujours par s'arrêter. Le printemps finit toujours par arriver. Et c'est ce qui me donne, et je pense que c'est ce qui peut donner aussi la force aux gens de faire ce qu'ils ont à faire pour vivre une vie qui est bonne pour eux. Et pas juste une vie de façade où il y a pas de mouvement dans le corps, il n'y a pas de mouvement dans la vie. Et en fait, les gens sont dans une sécurité qui est extérieure. Mais en fait, dans leur trip, ils sont pas en sécurité, ils sont pas, c'est pas, il n'y a pas de vie. Vie dans le sens, oui, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de relations qui bougent, il n'y a pas de limites qui sont posées, où il n'y a pas de recherche de sens. Et je pose pas de jugement là-dessus. Vraiment, chacun fait le chemin qu'il veut faire. Mais seulement, être un mort-vivant, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Bien entendu, la magie du podcast, c'est que je me suis totalement éloignée du sujet. C'est-à-dire, enfin du sujet non, mais de ce que je voulais dire à la base. Mais c'est pas grave parce que je crois toujours que je dis ce qui doit être dit au moment où ça doit être dit. Donc voilà, j'ai partagé certainement des choses que certains avaient besoin d'entendre aujourd'hui. Et donc là, pour poursuivre sur autre chose, j'aimerais énoncer quelques situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on essaye de poser des limites. Donc là, par exemple, le premier cas que j'ai envie dont j'ai envie de parler, c'est vous êtes une personne qui donne trop et vous avez peur que vos amis vous abandonnent si vous commencez à poser des limites. Donc, par exemple, vous êtes l'ami toujours prêt à aider pour un déménagement, toujours prêt à aider, je ne sais pas, vos frères et sœurs financièrement, émotionnellement. Mais en fait, c'est pas tant ce que vous faites, c'est surtout l'émotion dans laquelle vous vous sentez ensuite. Parce qu'on peut être super généreux et se sentir très équilibré dans ses relations si on reçoit quelque chose en échange. Parce que là, une relation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre et un échange. Pas forcément un échange, alors je te donne de l'argent, tu me donnes de l'argent, mais un échange, oui, d'énergie. Dans le cas où vous donnez trop dans une relation, peut-être que vous allez vous sentir fatigué après les interactions, ou alors vous allez avoir des ruminations autour de la relation, des ruminations autour de ce que vous auriez pu dire pour que les choses se passent différemment, des ruminations sur vos propres besoins qui ne sont pas écoutés, voire que vous n'avez pas communiqué en même temps. Et en fait, une relation dans laquelle il n'y a pas d'équilibre, c'est une relation à laquelle vous allez penser beaucoup. C'est une relation qui prend beaucoup de place dans la tête. Une relation où les choses sont fluides, à part dans les périodes, voilà, il peut toujours y avoir des périodes ponctuelles de réajustement ou alors de friction dans les relations. Mais si vous êtes dans une relation et que la relation prend beaucoup de place dans votre tête au quotidien, c'est une relation où il y a peut-être quelque chose à ajuster au niveau des limites. Et le chemin est toujours le même. C'est toujours travailler sur sa peur de l'abandon. Mais sur quel plan on travaille, pour moi, il faut vraiment sentir quel est le chemin qui vous a amené à survivre face à cette peur de l'abandon. Parce que c'est ça, en fait. Quand on ne sait pas poser de limites ou quand on pose des limites qui sont à côté, c'est on a trouvé une astuce pour ne pas être abandonné, qui est une astuce qui nous épuise. Et votre rôle, votre responsabilité même, c'est vraiment de remonter le temps et de retrouver quel est le chemin qui fait qu'aujourd'hui vous faites ce que vous faites pour voilà, faire face à votre peur de l'abandon. Et en fait, dès lors où vous mettrez de la conscience sur ça,
Et je parle bien de conscience, c'est pas juste de connaissance, parce que la connaissance, bon, ça, c'est pas ce qui va transformer l'expérience que vous faites de cette peur dans votre corps. Vous aurez besoin vraiment de mettre de la conscience là-dessus et d'aller envoyer à ces parties de vous tout ce qu'elles n'ont pas reçu. L'attention, la validation, l'amour, que sais-je, tout ce qu'elles n'ont pas reçu. C'est un vrai travail de conscience pour le coup, de relation à soi. Ça paraît très léger comme ça, très love to love. Mais de toute façon, il n'y a que l'amour en fait qui va vous aider à réparer ces parties de vous en profondeur. Parce que c'est un travail aussi qui est profond, où vous allez toucher à des parties de vous très anciennes. Et ce sont ces parties de vous très anciennes, auxquelles vous ne pensez plus, qui pour autant continuent à diriger votre vie. Et pour faire ce chemin vers soi, ce chemin un peu à l'envers, vous aurez besoin de... Dans chaque interaction que vous allez avoir, où vous aurez justement cette sensation que vos besoins ne sont pas entendus, que vous avez besoin de poser des limites, l'idée c'est vraiment d'aller au bord de la peur. Vous voyez, quand vous sentez que vous avez peur de dire la chose, mais que vous sentez que les mots sont déjà là et qu'ils ont envie de sortir, et ben vous devrez vous donner une petite tape dans le doigt à ce moment-là et parler. Mais vous devez jamais vous efforcer. Comme je vous disais, c'est pas un effort. C'est plutôt cette sensation que faut vraiment que ça sorte et ça sort. C'est peut-être subtil, peut-être que vous ne ferez pas la différence, mais en fait, c'est hyper important que vous gardiez votre niveau de sécurité. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on sort de sa zone de confort, mais on ne va pas en zone de risque, de danger absolu. Votre corps ne sera pas prêt. Votre corps va vous dire non, 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 non. Vous allez essayer peut-être de lutter et de lui faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, parce que c'est très courant dans notre société en fait de passer au-delà des signaux du corps. C'est quelque chose qu'on a appris très tôt. Et en fait, moi, je vous dis surtout, restez bien au contact de votre personne. Respectez-vous, respectez votre écologie intérieure. Ne croyez pas que parce que vous n'osez pas dire les choses, vous êtes défaillant. Vous n'êtes pas défaillant. C'est juste qu'il y a des choses dans votre corps qui détiennent un savoir que vous ne comprenez pas exactement. Et vous devez donc à chaque fois aller au plus près de la peur, vous donner une petite tape dans le dos, faire le petit pas, et en fait faire ce travail constant un peu oui, c'est comme si c'était en spirale en fait, mais c'est un travail de répétition, de soins assez fins, comme quand on construit une relation avec quelqu'un finalement. On ne construit pas une relation avec quelqu'un du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'il y ait un petit contact, des petits contacts répétés, des pauses. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la guérison et c'est du coup ce dont je fais la promotion. Et si pendant ce travail-là, vous avez une partie de vous qui veut vraiment poser des limites, qui est déterminée à le faire, et une autre partie qui résiste, qui veut pas, faites-les parler ensemble, ces deux parties. Ces deux parties, elles ont souvent des choses à se dire. Moi, dans mon cas de figure, est-ce que j'ai un exemple de ça ? J'ai un exemple de ça, oui, bien sûr. Je me suis retrouvée déjà avec une partie de moi qui forcément voulait dire des choses. Donc, chez moi, c'est une partie très virulente, très espiègle. Non, mais il faut dire les choses en fait. Tu vas pas garder ça pour toi. Tu vas remettre la personne à sa place. Il y a un côté un peu fier, un peu voilà, tu vas t'assumer entièrement. Et donc cette partie-là, elle rentrait en conflit avec une partie de moi très sceptique qui disait en gros, mais tu vas te retrouver sur le carreau si tu fais ça. Plus personne va t'aimer en fait. Tu vas te retrouver complètement isolé. T'as envie de faire ça vraiment ? Donc une partie très sceptique, très grise, très stricte, très dans le bien comme il faut. Une partie de moi qui soutient vraiment la bonne petite fille, vous voyez, qui veut que la petite fille reste la petite fille sage. Et il y a une partie en moi qui est beaucoup plus espiègle. Et donc, le but de ça, c'est de faire dialoguer ces deux parties entre elles et de voir ce qu'elles ont à s'apprendre, en fait. Donc, pour les faire dialoguer, par exemple, vous prenez la première partie qui se présente, celle qui, dans mon cas, peut-être celle qui veut... Ouais, plutôt celle qui veut dire non,
on pose pas de limite, on fait rien. Celle qui veut maintenir le statu quo. Et moi, j'aime bien écrire, donc j'écris et je lui demande, en gros, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu te comportes comme ça en fait? C'est quoi ta motivation? Et elle vous dit des choses, enfin en tout cas moi elle me dit des choses, m'explique qu'effectivement il faut rester comme ça, que tu ne vas pas froisser les gens, que tu ne vas pas risquer de créer un conflit, que tu ne pourras pas gérer, que tu risques de pleurer devant eux, ce sera gênant, il faut pas faire ça, il faut rester planqué. Et après, je fais cette partie-là, dialoguer avec la partie espiègle, ou alors je demande à la partie espiègle de me dire un peu plus quelles sont ses intentions. Et donc la partie espiègle, elle sera plus en mode, franchement, pourquoi on s'embarrasse avec des relations comme ça? C'est ridicule, tu mérites mieux, on s'ennuie, on a envie de rigoler, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de supporter des trucs comme ça, c'est insupportable, nanana. Et donc, vous allez voir à un moment que ces deux parties-là, elles ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense, même si elles ont l'air très éloignées et très en conflit, hein, un peu comme deux invités à un dîner chez vous. Et en fait, vous ne vous étiez pas rendu compte que ces deux personnes étaient très différentes et vous vous dites, mais comment je vais faire pour que le dîner se passe bien? Et en fin de compte, avec un peu de médiation, vous vous rendez compte qu'il y a un terrain d'entente possible, mais c'est à vous de le chercher en fait. Enfin, c'est à vous de le faire émerger, parce qu'en soi, le terrain d'entente est forcément là, puisque ces parties coexistent en vous, et qu'elles ne coexistent pas pour de mauvaises raisons, elles coexistent pour de très très bonnes raisons, et c'est à vous de découvrir pourquoi. Dans mon cas, la partie stricte, c'est une partie qui protège la petite fille que je suis, qui a souffert, qui a beaucoup souffert, et il y a un personnage comme ça qui s'est créé, qui prend soin d'elle à sa façon, d'une façon assez stricte, hein, comme un parent un peu trop autoritaire finalement. Et puis, on comprend que la partie espiègle, elle aussi, elle veut protéger la petite Adeline, parce que la petite Adeline, elle va se scléroser si elle n'a pas de nourriture pour rire, pour interagir avec le monde d'une façon qui soit joyeuse et agréable. Donc, quand déjà les deux parties commencent à avoir un terrain d'entente, ça assouplit un peu les choses en fait. On peut se regarder différemment. Et la médiation intérieure comme ça, c'est un outil pareil qui paraît super léger. Enfin, moi je sais que la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit oui d'accord c'est cool, mais bon concrètement ça va donner quoi? Et en fait non, c'est hyper puissant parce que ce sont vraiment des parties qui vivent en vous, des parties qui vous donnent des impulsions, des envies, même des symptômes physiques. Donc ce sont des parties qui sont extrêmement intéressantes et quand on creuse des relations avec ces parties-là, elles ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre et elles nous permettent aussi de prendre conscience des, des endroits où on a des difficultés à poser des limites saines pour soi. Alors j'ai beaucoup parlé du cas où on a des difficultés à poser des limites avec les autres et j'ai un peu moins parlé du cas où on a des limites un peu trop rigides avec le monde extérieur. Et j'ai juste envie de vous dire comme ça, voilà, que faire quand on pose des limites qui sont trop rigides avec le monde. En fait, poser des limites qui sont très rigides, donc être un peu hermétique et ne pas tolérer autre chose que ce qui entre dans son cadre strict, c'est un passage qui est presque obligé quand on a été un peu abusé ou malmené, ou quand on a été dans le cas où justement on ne posait pas de limites suffisantes. C'est normal en fait de passer d'un cas où on est très ouvert à quelque chose, on a laissé rentrer des choses qui n'étaient pas très bonnes pour nous, on s'en rend compte, et on a envie ensuite de ne pas vraiment refermer la porte, et on devient un peu rigide. Alors c'est un passage qui est presque obligé, et j'allais dire, il y a des moments où on peut rester très longtemps dans ce stade figé de limites super rigides, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte que c'est pas mal vu, mais que c'est mauvais pour nous, parce que on ne laisse pas entrer ce qui est mauvais quand on pose des limites strictes, mais on ne laisse pas rentrer aussi ce qui serait bon pour nous. Il est vraiment important de trouver l'équilibre entre poser des limites insuffisantes et poser des limites strictes. Et en fait, l'espace entre les deux, c'est ce qu'en anglais on appellerait peut-être la vulnérabilité, enfin ce serait la traduction française, donc se montrer un peu vulnérable. Mais en même temps, la vulnérabilité en français, je trouve que ça renvoie à vraiment l'image d'une bête blessée ou d'une bête qui est vulnérable quoi, bon,
qui est pas en sécurité, qui est en danger. Et en fait, c'est pas ça. En tout cas, moi, comme je perçois ce terme de vulnérabilité, c'est plutôt être capable d'entrer en relation avec le monde en se montrant comme on est. Donc voilà, moi, je sais pas, moi j'ai vécu telle blessure dans ma vie. Je sais que ma fragilité elle est là-dessus, et en fait, je vais te montrer que ma fragilité elle est là-dessus. Et en fait, je vais demander à la personne qui est en face de prendre en considération cette blessure, et alors soit de pas de me conforter, mais d'en prendre soin si elle le peut, ou alors au moins d'interagir avec moi en considérant que voilà, moi j'ai cette blessure. Quand on a des limites un peu trop strictes, on cache. On va cacher ce genre de choses. On va tout cacher. On va vivre. On peut vivre bien. C'est ça le pire en fait, parce que le côté des limites trop rigides, c'est que on peut avoir développé une forme de fonctionnement isolé qui fonctionne bien parce qu'on arrive à avoir une vie sociale correcte, on arrive à avoir un bon job, on arrive à avoir à bien se débrouiller, être indépendant. Mais en fait, quand l'indépendance est poussée un peu à son extrême, ça veut dire qu'on va se couper de certaines émotions, certains ressentis, certaines interactions qui seraient jugées trop dangereuses. Et le but, en fait, quand on s'aperçoit de ça, c'est de replonger, pas plonger en fait, mais de se approcher petit à petit à nouveau de cet endroit que moi j'appelle la vulnérabilité, et qui est peut-être pas le mot approprié vraiment en français, mais si c'est ça, c'est un espace de vulnérabilité. On se montre un peu tendre, on dit bah voilà, moi je suis comme ça, et toi comment tu es? Parce que ce qui est fondamental quand on apprend comme ça à poser des limites avec les autres, c'est de vraiment partir d'un espace de sécurité en soi, comme toujours. Et en ce sens, les limites que vous posez doivent permettre de laisser rentrer ce qui est bon pour vous, et doivent vraiment freiner ce qui n'est pas pour vous. Et parfois, quand je parle de bon et mauvais, ça peut être effectivement des choses agréables et vraiment très désagréables. Mais en fait, ce qui est bon et mauvais, dans le sens où j'entends, c'est aussi ce qui est juste et pas juste. C'est-à-dire, je ne sais plus si je vous ai parlé de cet exemple-là dans l'épisode, mais par exemple, une chose bête comme moi, je n'aime pas avoir de visite à l'improviste chez moi. C'est un sujet bête. Je veux dire, la personne qui vous fait une visite à l'improviste, parfois, c'est juste parce qu'elle a envie de faire ça. C'est pas forcément mauvais, en fait, ce qu'elle fait. C'est juste que ça ne vous convient pas. Donc, pour moi, ce qui est juste et pas juste, c'est ce qui est vrai et pas vrai en soi. Donc, ça implique aussi de vraiment bien connaître ses besoins et de pouvoir s'affirmer, donc de dire quels sont ses besoins, quels sont ses désirs, et en fait, dire tout simplement qui on est. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine dans l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.